Il est 16h30, c'est l'heure de clôturer malheureusement en fait ces 3 jours de festival, mais avec une conférence qui va nous projeter vers l'avenir. Donc c'est la fin du festival, mais c'est le début d'une nouvelle aventure. C'est la nouvelle aventure spatiale vers la Lune. Vous savez que on a vu Charlie Duke hier. Enfin, certains l'ont vu, d'autres ne l'ont pas vu. En tout cas, on fait un événement qui a eu lieu il y a plusieurs dizaines d'années, et le retour sur la Lune est enfin prévu. Et l'Europe fera partie de cette aventure. Donc d'ailleurs, le titre de la conférence, alors qui n'est pas affiché là, mais qui m'avait été communiqué, c'est « L'Europe retourne sur la Lune ». C'est presque un manifeste, hein, c'est un peu comme ça qu'il faut l'entendre. Et je suis très heureux d'accueillir Didier Schmitt pour cette conférence. Donc Didier Schmitt, vous êtes actuellement chef du groupe stratégie et coordination du programme d'exploration robotique et humaine de l'Agence spatiale européenne. Vous avez avant cela dirigé l'unité des sciences de la vie de l'ESA, parce que vous êtes titulaire d'un doctorat et médecin, et vous avez été depuis 2009 détaché successivement à la Commission européenne pour la politique spatiale, au bureau des conseillers politiques du président de la Commission pour la prospective technologique, puis au service européen pour l'action extérieure, c'est les affaires étrangères de l'Union européenne, sur les dossiers espace, sécurité et défense. Et vous avez aussi trouvé le temps, mais je ne sais pas comment à vrai dire, d'être membre du raid terrestre de la base antarctique de Dumont-d'Urville vers la base Concordia en 2016-2017. Donc beaucoup d'activités. Et ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est le retour à la Lune dans lequel l'Europe va avoir un rôle à jouer important. Vous allez nous faire découvrir lequel. Donc bonne conférence, je vous laisse 50 minutes, ou 3 quarts d'heure, et puis on passera le micro pendant le dernier quart d'heure. Vous pouvez poser toutes vos questions à Didier Schmitt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu et de vous intéresser à ces sujets. Donc notre programme d'exploration à l'ESA, il est un petit peu encore mal connu parce qu'on a vraiment démarré le programme au Conseil de ministres donc fin 2019. Il faut savoir que l'ESA fonctionne de la façon suivante. Tous les 3 ans, on a un Conseil des ministres où tous les programmes en fait, sont un petit peu en compétition, c'est-à-dire l'observation, les lanceurs, les télécommunications, la navigation avec Galileo, les sciences, l'exploration, les sciences spatiales, etc. Et donc on a eu une augmentation budgétaire assez significative donc en fin 2019. Et là on est sur la lancée pour demander une augmentation budgétaire de près de 50%. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne. Voilà, parce que, je vais vous l'expliquer, ça s'accélère. Ça s'accélère de partout, non seulement aux États-Unis, mais aussi évidemment en Chine. Et donc vous allez un petit peu comprendre, j'espère, que si on ne fait pas partie de la course, malheureusement, on ne va pas aller très loin, c'est le cas de le dire, quand on fait de l'exploration du système solaire. Alors, on ne va pas passer beaucoup de temps pour dire pourquoi est-ce qu'on l'explore. Évidemment, l'exploration, c'est un peu inné, hein, on ne va pas faire beaucoup de ronds là-dessus, mais il est clair que la première raison de l'exploration, elle est aussi politique. Ça fait quand même maintenant 60 ans qu'on a eu les premiers hommes dans l'espace. Vous avez eu, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, un bel exposé sur les missions Apollo. Donc exactement 60 ans. Et donc le redécollage, entre guillemets, des programmes se profile maintenant. Parce qu'en fait, si on parle d'exploration, qu'elle soit robotique, mais surtout humaine, c'est essentiellement une volonté politique. Et donc ça, on l'a vu dans les fin des années 50, début des années 60. Il faut, et pour qu'il y ait une compétition, il faut qu'il y ait 2 concurrents. Donc le premier, évidemment, c'est en ce moment, on en parle beaucoup, c'est les Américains, mais à l'époque, c'était l'Union soviétique. Voilà. Et donc pourquoi est-ce qu'on a eu effectivement un arrêt des programmes Apollo? C'est très simple, parce que les Américains avaient gagné la partie, et puis ce n'était pas nécessaire de continuer avec un environnement politique à l'époque, financier, qui n'était pas facile avec la Corée du Sud, etc. Et maintenant, il y a un nouveau concurrent qui s'appelle la Chine, et là, je peux vous dire que c'est un concurrent plus sérieux encore que donc l'Union soviétique l'était à l'époque. Voilà, donc moi, mon job, c'est essentiellement de savoir ce qui va se passer. Enfin, d'ailleurs, c'est de coordonner les activités actuelles, mais surtout de savoir ce qui va se passer d'ici 10-15 ans
au minimum, c'est-à-dire ça c'est des prévisions pour nous à court terme, et d'aller voir où est-ce qu'on va se positionner dans les 20-30 prochaines années en tant qu'Européens. Donc, on va passer un tout petit peu de temps sur cette illustration ici. Alors vous voyez ici, bon, la station spatiale, j'en parle pas trop, vous savez ce qui s'y passe avec Thomas, il nous en parle tous les jours, donc ça va. Par contre, ce qu'il faut comprendre aux États-Unis, vous avez un programme gouvernemental, donc la station spatiale, évidemment, ouais. Avec maintenant le développement, et on va parler un petit peu plus tout à l'heure, du programme lunaire, avec donc le véhicule SLS, qui est un lanceur qui est à peu près de la même taille que Saturn V, qui fait quand même 3000 tonnes au décollage, pour amener donc des équipages autour de la Lune. Alors mon pointeur, il ne veut pas tout le temps marcher, mais bon, voilà. Et on parlera d'Orion, donc qui va amener les futurs astronautes autour de la Lune, et aller essentiellement sur le Gateway, qui est donc la station circumlunaire qu'on est en train de construire d'ailleurs. Ça a bien démarré. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux États-Unis, il y a un problème gouvernemental américain de la NASA, et il y a un programme commercial. Alors commercial, tout simplement parce que la NASA a donné et a promis des contrats donc, à des sociétés comme SpaceX, mais aussi à d'autres, pour acheter des services. Et donc, par exemple, Thomas, quand il va rentrer, non pas demain, parce que ça a encore été reporté, avec le véhicule Dragon Crew, c'est un véhicule commercial. La NASA paye le siège pour nous. On fait du troc avec eux. Donc, ce n'est plus un véhicule de la NASA. Pareil pour Boeing, qui va faire le Starliner, qui a beaucoup de retard pour les raisons techniques. Et maintenant, c'est annoncé officiellement depuis la semaine dernière. Donc, il y a un certain nombre de sociétés américaines qui se lancent maintenant dans les stations privées, et subventionnées évidemment au début par la NASA. Et donc les prochaines stations orbitales, américaines, elles seront commerciales. Ça n'appartiendra plus au gouvernement américain. Et après, il y a la grande question de ce qui va se passer avec Starship. Donc si Starship réussit, alors là, c'est le coup de poker. Et je pense qu'on va avoir une génération de retard dans nos programmes si ce véhicule, effectivement, est capable d'aller se poser sur la Lune comme c'est prévu pour le moment. Alors maintenant, passons aux Chinois. Les Chinois ont commencé donc à faire leur station orbitale au mois d'avril. Donc le premier élément a été monté au mois d'avril. Exactement 4 semaines après, ils ont monté le deuxième élément. Et moins de 3 semaines après, les premiers 3 taïkonautes, c'est comme ça qu'on les appelle, étaient en orbite. Et là, il y a 3 Chinois en orbite dans une station orbitale chinoise. La station va être complètement assemblée fin de l'année prochaine avec 11 vols, enfin 9 vols supplémentaires encore. C'est-à-dire en 18 mois, ils ont assemblé une station et ils seront 6 à bord de la station fin de l'année prochaine. Donc il y aura plus de Chinois dans l'espace l'année prochaine que d'Américains. Donc ça vous donne déjà, si vous voulez, l'ampleur de la course qui est en train de se faire. Alors ça, c'est pour l'orbite basse. Pour la Lune, les Chinois, ça y est, ils commencent. Avant, ils ne faisaient des annonces que quand ils étaient sûrs de faire quelque chose. D'ailleurs, ils faisaient des annonces quand ils l'avaient déjà fait. Maintenant, bon, ça y est, ils voient bien qu'il faut communiquer. Et donc ils communiquent. Ils ont un véhicule là, qui est en train d'être développé pour aller donc, autour de la Lune, avec évidemment un lanceur très lourd qui est équivalent au SLS à peu près. Enfin, il est un petit peu moins grand, mais moins puissant, mais bon, quand même 70 tonnes en orbite basse, 35 à 40 tonnes en orbite lunaire. Donc ça y est, là c'est parti. La course à la Lune et la présence en orbite basse permanente est lancée entre Américains et Chinois. Les Russes, c'est un peu compliqué. Ils ont des nouveaux programmes donc pour avoir un Soyouz un peu amélioré. Ils ont sur le papier des programmes pour aller vers la Lune aussi. Mais bon, je peux vous dire qu'ils n'y sont pas encore, hein, parce qu'il y a un vrai problème de financement au niveau national du côté russe. Les Indiens, ça y est, se lancent. L'année prochaine, ils vont faire leur premier vol test inhabité l'année prochaine. Et c'est sûrement même avant 2023, un vol habité donc, autour de la Terre.
Et ils ont donc un programme pour aller faire une mini-station orbitale. Donc vous voyez que c'est plus que les Américains et les Chinois, d'autres s'y mettent aussi, comme les Indiens. Voilà, donc ça c'est le schéma un petit peu général des volabilités. Ce qui est important à voir ici, c'est ce que j'ai voulu montrer, c'est le nombre d'astronautes l'année prochaine qui vont voler, donc à peu près par an. C'est 18 Américains, 10 Russes et 9 Chinois. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les Américains, il faut aussi beaucoup de vols courts. Donc ce qu'il faut regarder, c'est combien de mois, donc mois, vont passer ces astronautes en orbite basse. Et là, vous voyez, c'est très simple. C'est que maintenant, à partir de l'année prochaine, il y aura autant de présence en hommes-années, entre guillemets, chinoises que russes que américains. Voilà. Donc les Chinois se sont complètement invités à la table. Et ça, ce n'est que le début, comme on va le voir tout à l'heure. Alors bon, nous, on est là, hein, mais bon, c'est déjà pas mal. Un peu compliqué, mais je vais vous montrer ce qui se passe aussi dans le domaine robotique. Alors, les vols humains, on a dit que c'était politique, mais je peux vous dire que maintenant, l'exploration robotique, elle est autant politique que le sont les vols habités. Ce qui est intéressant ici, donc les Américains ne font pareil pour les vols robotiques sur la Lune. Les Américains ne font plus appel à des programmes de la NASA. C'est des programmes commerciaux, donc ils disent on achète tant de kilos déposés sur la Lune pour les instruments, etc. Donc ce sont des petits atterrisseurs qu'ils financent en ce moment, qui peuvent atterrir au maximum 100 à 300 kilos de charge utile. On va voir que c'est très différent de ce que nous, on est en train de préparer. On va rester sur cette ligne horizontale là pour la Lune. Les Chinois ont, donc en 2019, déposé un lander du côté, donc j'allais dire obscur de la force, du côté donc opposé de la Lune. C'est une première, les Américains n'ont jamais fait ça, les Russes non plus. Un an après, ils posent à nouveau sur la Lune, ils font un retour d'échantillon, ce que les Américains n'ont jamais fait. Alors évidemment, vous allez me dire, ils ont fait Apollo, ça, c'est bon. Mais vous voyez le petit programme d'atterrisseurs américains en ce moment, et il n'y en a pas d'autres, comparé à un programme important chinois, donc qui fait un retour d'échantillon, qui a fait un retour d'échantillon l'année dernière, qui va faire un autre retour d'échantillon cette fois-ci automatique, donc vers le pôle sud de la Lune, et ils ont comme ça une série à peu près tous les 2 ans, une série de gros atterrisseurs lunaires qu'ils sont en train de déployer. Donc rien à voir avec les petites initiatives comparativement du côté américain. Donc là, les Chinois sont en train de battre à plate couture les Américains. C'est clair et net. Il n'y a pas photo. Les Russes veulent reprendre un peu la main aussi. Ils ont plusieurs atterrisseurs de prévus. Et nous, d'ailleurs, on a un partenariat avec eux là-dessus. Et on va donc mettre des instruments et des systèmes de guidage et d'atterrissage de précision. Les Indiens ont déjà essayé de poser un véhicule sur la Lune. Ils n'ont pas réussi. Bon, il s'est un petit peu abîmé. Ils vont recommencer avec les Indiens et seuls aussi. Les Japonais sont en train de préparer un programme d'atterrissage et même les Émirats arabes unis. Donc un petit peu tout le monde, j'allais dire, s'y met. C'est quand même un peu plus abordable que les vols humains, où là, de toute façon, encore une fois, il n'y a pas photo, ce sera entre Américains et Chinois pour les vols habités sur le retour vers la Lune. On ne peut pas parler de la Lune sans parler des programmes martiens non plus. On ne va pas se focaliser sur la Lune. Nous, avec les Américains, donc, on est en train de préparer le retour d'échantillons martiens. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure, qui est le programme le plus complexe qu'on ait jamais imaginé. Et je vais vous dire quelques petits détails tout à l'heure là-dessus. Les Chinois ont atterri donc, au début de cette année un atterrisseur, et ils ont réussi la première fois. Personne n'a réussi une première fois d'atterrir en direct sur Mars avec un véhicule qui est quand même très significatif, puisqu'ils ont déployé un rover qui fonctionne très bien depuis plusieurs mois maintenant. Et, alors c'est sûrement
sûrement à voir avec le fait qu'on est en train de préparer un gros programme de retour d'échantillons martiens avec les Américains. Les Chinois ont annoncé qu'en 2028, ils feraient aussi un retour d'échantillons. Avant nous. Donc le nôtre, il est prévu, il est prévu qu'on ramène les échantillons au plus tôt en 2031. Eux, ils veulent nous battre là-dessus. Enfin, nous, les Américains, mais bon, on fait partie du programme américain. Donc vous voyez que ce soit pour la Lune ou pour Mars, et que ce soit pour les vols habités ou les vols robotiques, eh ben, la course, elle est bien lancée. On va parler un tout petit peu, où je vais le mentionner tout à l'heure, le programme ExoMars, donc d'atterrisseurs. On va atterrir avec les Russes donc sur Mars avec un décollage l'année prochaine, atterrissage au printemps 2023. Bon, on n'est pas les seuls, c'est pareil, l'agence spatiale chinoise, les Japonais et maintenant aussi les Émirats arabes unis qui ont déjà un orbiteur autour de Mars se mettent aussi donc à vouloir faire des programmes robotiques. C'est une action politique, encore une fois, aussi bien pour les vols habités que pour les vols autonomes. Alors cette photo elle est assez intéressante. C'est l'administrateur actuel de la NASA qui est un politicien et qui parle à des membres du Congrès et qui leur montre la photo du rover chinois sur Mars. À mon avis, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qui se passe. Il commence pour être vulgaire, il commence à avoir les pétoches. Voilà, et je pense qu'ils ont tout à fait raison. Donc voilà, tout ça, c'est que 5 minutes après, il leur a demandé 5 milliards de plus pour le budget, évidemment. Il est ancien sénateur, il sait ce qu'il fait. Voilà, alors maintenant, je vais vous expliquer un tout petit peu ce qu'on fait, nous, dans ce schéma-là. Donc on ne peut pas faire partie maintenant des grands programmes d'exploration. Évidemment, on a vu venir tout ça avant, donc ça fait déjà quelques années qu'on travaille sur ces programmes-là. On n'invente pas ce genre de programme du jour au lendemain. Donc ça fait quand même quelques années que nos équipes travaillent là-dessus. Alors premièrement, on va continuer d'être partenaire de la station spatiale jusqu'en 2030. Donc ça va se décider au Conseil des ministres fin de l'année prochaine, mais bon, tout est prêt pour préparer ça. Donc on va continuer d'être présent en orbite basse avec d'autres Thomas Pesquet qui vont voler. Ensuite, on fait partie intégrante de la mission donc vers le Gateway avec le lanceur SLS que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais montrer quelques détails tout à l'heure et vous montrer ce qu'on y fait. On est partie intégrale du Gateway, donc la station circumlunaire en train d'être fabriquée. Et en plus, on a décidé d'avoir une autonomie stratégique, de pouvoir poser un lander lunaire assez conséquent. Et encore une fois, je vais vous en parler tout à l'heure. On a déjà en orbite depuis 2016 un orbiteur martien. On va amener, comme je vous ai dit, le module ExoMars, le rover ExoMars décoller l'année prochaine. Et on a ce grand programme de retour d'échantillons avec les Américains. Donc il y a 5 ans, moi je n'aurais pu vous parler que de l'ISS. Ça, c'est vraiment nouveau. Ça fait moins de 5 ans qu'on travaille donc sur ces programmes sérieusement, entre guillemets. Avant, on a fait des préétudes. Et pareil pour les programmes martiens. Donc vous voyez que l'exploration, maintenant qu'elle soit robotique ou humaine, on est vraiment passé dans une autre ère. Voilà, maintenant un petit peu de détails. Donc ça, c'est le véhicule Orion américain, qui amènera 4 astronautes autour de la Lune vers la station Gateway. La partie arrière, c'est le module de service, donc c'est ce qui fait l'énergie, c'est ce qui fait la puissance, c'est là où il y a les moteurs donc qui vont propulser ce véhicule. Et toute la partie, ce qu'on appelle support vie pour les astronautes, c'est Made in Europe, donc c'est l'ESA qui fait ça avec l'industrie européenne. Très intéressant, c'est la première fois de l'histoire américaine, donc des programmes d'exploration, qui font confiance à quelqu'un d'autre pour un système critique. C'est un système critique parce que c'est celui qui n'a pas fonctionné sur Apollo 13, par exemple. Donc c'est quand même pas rien. Donc à chaque fois que les Américains lanceront et iront autour de la Lune et sur la Lune, ils auront besoin de nous. Donc là, on a des accords qui durent donc jusqu'à la fin de cette décennie, de fournir pour chaque lancement
fournir cette partie du véhicule. Voilà. Donc ça, c'est image de synthèse. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Donc le premier vol, l'intégration entre notre élément et Orion donc, a été réalisée pour un décollage donc, en principe en février. Ça aurait dû être maintenant, là, en novembre. Il y a eu quelques petits soucis techniques, pas sur notre véhicule, mais sur le gros lanceur. Et donc, normalement, vous allez voir décoller 3000 tonnes de Cap Canaveral en février, avec ça à bord. Alors, au début, le premier vol, on ne met pas de bonhomme dedans, on veut faire quand même un certain nombre de tests avant d'en mettre. Mais le vol suivant, il y aura 4 personnes à bord. Donc ça, c'est le Gateway. Donc ça, c'est une station bien plus petite, évidemment, que l'ISS, que la Station spatiale internationale. Mais quand même, c'est pas rien. Alors, c'est un peu compliqué. Donc vous avez une partie centrale, et je vais vous expliquer tout à l'heure les éléments que nous fabriquons. Ça, c'est un ravitailleur. Et ça, c'est le système qui devrait, pour l'instant, c'est pas fait, qui devrait donc exister pour aller atterrir et repartir de la Lune. Donc l'intérêt du Gateway, c'est simple, c'est pour pérenniser le retour vers la Lune, c'est-à-dire pour avoir une espèce de station, de module de contrôle permanent, pour ne pas avoir à l'amener à chaque fois, comme c'était le cas pour la mission Apollo, où à chaque fois il fallait amener le module de service, avec une personne à bord qui attendait, Collins par exemple, qui était resté à bord, et Armstrong et Aldrin qui sont descendus. Donc ici, on va avoir quelque chose qui va être en permanence autour de la Lune. On va venir s'accoster, on va mettre les scaphandres qui vont être amenés par du ravitailleur, et puis on va descendre. Voilà, c'est assez compliqué. Les Américains ont essayé de faire un programme très international avec donc les Européens. Mais je peux déjà vous dire ici que nous fabriquons la moitié de la station Gateway en Europe. Évidemment, l'atterrisseur sera américain, le ravitailleur certainement aussi. Et intéressant, les Russes ont été invités à participer. Ils n'y participeront pas. Donc là, on a un vrai changement de paradigme, c'est-à-dire que contrairement à l'ISS, les Russes ne font pas partie du programme Gateway. Alors, c'est un petit peu compréhensible. Moi, je dis à mes collègues, pour ceux qui n'ont pas compris, les Russes n'allaient quand même pas aider les Américains à les battre une deuxième fois. Voilà. C'est pas compliqué à comprendre, je pense. Voilà. Mais ce qui fait que les Russes viennent de signer un accord de coopération cette année avec les Chinois pour retourner sur la Lune. Donc ça, c'est la conséquence du jeu d'échecs. Voilà. Donc les parties européennes que nous est en train de fabriquer, c'est la partie habitation. Donc c'est quand même pas rien. C'est ce module d'habitation qui va donc permettre aux astronautes de rester entre 15 jours et 1 mois, peut-être 6 semaines éventuellement, à bord de la station pendant que donc on aura l'atterrissage, l'alunissage et le retour. Les Japonais participent un petit peu, mais ici, encore une fois, par rapport à la Station spatiale internationale, où les Japonais sont bien présents, ici, ils ont été un petit peu pris de court, je dois dire, et nous avons pris la grosse partie du gâteau, et donc il ne restait plus grand-chose pour eux, parce qu'ils ont eu un petit souci de vitesse, de décision au niveau de leur gouvernement. On fait aussi une deuxième partie qui est celle-ci. Bon, j'avais une autre slide. Voilà, donc ça, c'est une partie qui va faire les télécommunications. Les fenêtres, c'est pas rien de faire les fenêtres sur une telle station. Une partie stockage et une partie de refueling des véhicules qui vont venir sur le Gateway. Maintenant, donc ça, c'est autour de la Lune. Maintenant, sur la Lune, donc je vous ai montré tout à l'heure que les Américains faisaient des petits programmes de landers commerciaux où ils achètent simplement du kilo à bord. Nous, on a décidé de faire un programme beaucoup plus ambitieux que les Américains, donc du point de vue lander non habité évidemment, hein, on est bien d'accord. Et la spécification d'origine qu'on a donnée, c'est d'avoir la masse maximale d'emport de Ariane 6
avec sa configuration maximale. On appelle ça Ariane 64, 4 boosters et même une Ariane 64 évoluée, ce qui fait qu'en principe, on pourrait amener autour de la Lune près de 10 tonnes, et au minimum 8,5 tonnes. Donc cet atterrisseur, bon là, quand il a atterri, il a brûlé quasiment tous ses réservoirs parce qu'il n'est pas prévu de redécoller, mais il fait 8,5 tonnes quand il est autour de la Lune avant de se poser. Ça fait à peu près 3 mètres, 3,50 mètres de haut, hein, donc c'est pas rien. Et la masse d'emport, donc de charge utile qu'on peut utiliser, c'est jusqu'à 1,8 tonne. Donc c'est beaucoup plus que les landers américains commerciaux qui vont au maximum jusqu'à 300 tonnes pour le moment. Donc un programme ambitieux, technologiquement on sait qu'on peut le faire, et donc encore une fois ça c'est le programme majeur qu'on va demander donc, pour approbation au Conseil des ministres européen, donc fin de l'année prochaine. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant et utile? La première chose, c'est la première fois qu'on change aussi ici de paradigme. Avant, pour le retour d'échantillons martiens ou pour le Gateway, bah, c'est les Américains qui disent bah, nous on va y aller, est-ce que vous voulez venir avec nous? Bon, on dit oui et puis on fait. Ici, nous on dit aux Américains, voilà, nous on a décidé de faire ça, on ne vous a pas consulté et c'est vrai, on va faire ça, si ça vous intéresse, nous on peut vous atterrir 1,5 tonne, 1,8 tonne de matériel, là vous allez poser vos bonhommes. Parce que aujourd'hui, ce qu'on sait, alors évidemment vous allez me dire, si le Starship fonctionne, bon, c'est un peu moins justifié, parce que si on amène 100 tonnes sur la Lune avec un Starship, mais bon, pour l'instant, c'est pas fait. Donc, si les Américains ont un autre programme donc, qui sont en train de préparer de descente d'astronautes, donc de 2 astronautes au début, mais évoluer vers 4, je veux dire, la physique, elle est simple. C'est très difficile d'atterrir et les bonhommes et beaucoup de charges utiles en même temps, qu'elles soient scientifiques, pour survivre, etc. Et l'objectif annoncé des Américains, c'est retourner sur la Lune pour y rester. Ça veut dire qu'il faut passer la nuit lunaire. Ça veut dire 14 jours à moins 170 degrés de moyenne. Hein. Ça dépend où on va se poser. Ça fait quand même beaucoup de batterie. Hein. Et donc nous, on est capable d'amener de quoi survivre et de travailler sur la Lune. C'est-à-dire d'amener donc tout le matériel scientifique qu'il faudra, le matériel de survie, la nourriture y compris, et l'énergie. Voilà. Alors évidemment, on ne fait pas ça gratuitement. Et donc, l'échange, si on pose donc ce système-là, qui serait donc de la logistique essentiellement et de la technologie, eh ben, en échange, on veut un Européen sur la Lune. Et donc, on l'a annoncé officiellement, on veut avoir un Européen sur la Lune en 2029, puisqu'on sait qu'on peut fabriquer et atterrir ce véhicule en 2029. Donc on est en pleine négociation avec les Américains pour ça en ce moment. Voilà, donc ça c'est quelque chose aussi qui est relativement révolutionnaire, parce qu'évidemment nous n'avons pas la capacité financière, et on va le voir tout à l'heure, de faire ce genre de choses nous-mêmes, d'aller poser donc des bonhommes sur la Lune. Alors, du point de vue des astronautes, ce qui est intéressant, c'est que donc, je vous ai parlé du Gateway, hein, donc notre participation avec cet habitat et ce système, ce module complémentaire de ravitaillement, de télécommunication et de stockage. Et ben, là encore, on ne fait pas ça gratuitement avec les Américains. Donc, on a fait un troc. Et le plus grand élément du troc, mis à part la partie scientifique, donc, parce qu'on va utiliser aussi ce Gateway pour faire pas mal d'études dans le domaine des radiations, etc. Eh ben, on a négocié 3 vols à bord du Gateway. Donc on a aujourd'hui la certitude d'avoir 3 astronautes qui vont aller vers le Gateway et dans le Gateway. Alors j'en connais un qui rêve de ça, quelqu'un qui revient d'ici 48 heures sur Terre. Voilà. Ensuite, la grande évolution aussi, c'est que pour l'instant, on avait donc à peu près un vol d'astronaute de 6 mois, donc Thomas, tous les 18 mois. On a fait un forcing avec les Américains pour en avoir 3 successivement. Donc Thomas, Mathias qui doit partir jeudi prochain, il devait déjà partir avant, mais bon, la météo, et Samantha Cristoforetti, donc qui va suivre tout de suite après. Donc on a 18 mois non-stop d'Européens à bord de la station.
c'est pareil, les Américains, ils font pas ça gratuitement, donc il faut bien qu'on fasse des trocs. Donc les trocs, c'est qu'on fournit ce que je vous ai dit, là, le module de propulsion de Orion qui va aller vers le Gateway. Et en leur donnant ces modules-là, on a droit à ces vols d'astronautes. Donc ce qu'on est en train de négocier maintenant, c'est qu'à partir de 2025, on ait un vol par an, pas forcément toujours de 6 mois, peut-être un petit peu plus court. Et pour ça, on a donc démarré une nouvelle sélection d'astronautes, vous en avez peut-être entendu parler, et on a explosé le compteur puisqu'on est à 22 500 candidats, ce qui nous pose un petit problème logistique pour en sélectionner 4 et une vingtaine en réserve. Voilà. Mais bon, c'est en train de se faire. On passe rapidement à Mars. Ça, c'est le rover, donc ExoMars. Alors moi, ça me fait toujours bizarre de voir ça parce que en 2001, j'étais aussi responsable des programmes futurs déjà à l'époque et j'ai dit que si nous, on va sur Mars par rapport aux Américains, on ne fera pas de géologie, on fera de la biologie. Et donc ça, c'est un véhicule qui doit aller forer à 2 mètres de profondeur, ramener des échantillons, les analyser sur place et regarder s'il y a des traces de vie. Et donc, en démarrant en 2001, on s'est dit, bon, c'est bon, en 2009, c'est bon, on décolle en 2009. On a eu un peu de retard, donc on s'est dit, bon, c'est pas grave, allez, on va faire ça en 2013. Voilà, bon, c'est un petit peu compliqué. Donc ce véhicule, il est évidemment révolutionnaire parce que personne n'a jamais foré à 2 mètres. Il faut forer à 2 mètres sur Mars, parce que sinon, en deçà, enfin au-dessus, donc tous les rayons cosmiques, les rayons gamma, etc., ou même les UV, ont détruit sur les millions d'années qui se sont écoulées depuis qu'il y a peut-être eu de la vie, toute la matière organique est complètement détruite. Donc on peut pas trouver, on pense qu'on ne peut pas trouver de matière organique, sauf à partir de 2 mètres, et c'est ce qu'on va faire. Voilà. Et donc une grosse partie du système d'atterrissage est fait avec les Russes. Et d'ailleurs les deux lanceurs, le lanceur sera russe, un lanceur Proton. Et donc notre véhicule, il est là, vous le devinez, avec les roues un petit peu coincées, non dépliées. Voilà, c'est un énorme programme. Je fais une petite parenthèse. On avait ce programme en coopération avec les Américains. Et en 2014, ils nous ont laissé tomber. C'est ça, on peut le dire, ils nous ont vraiment laissé tomber. Et ce qui nous a amené à avoir effectivement plus de 6 ans de retard. Retour d'échantillons martiens. Donc là, ils ne vont pas nous laisser tomber puisqu'on est complètement essentiel à la mission. C'est d'ailleurs des choses qu'on a étudiées depuis fin des années 90. Donc, retour d'échantillons martiens, la mission la plus complexe qu'on ait jamais imaginée. Le premier élément est déjà sur Mars. Il s'agit de Persévérance qui est en train de faire les forages et de faire déjà des pré-analyses et de voir quels sont les échantillons qu'on va récupérer. On va lancer, nous, le système de récupération, qui est donc la première fois qu'on ait un vaisseau qui va aller vers Mars, autour de Mars, et qui va revenir. Et donc les Américains vont lancer un autre atterrisseur, et nous allons, sur cet atterrisseur, avoir un véhicule, on va voir un peu le détail tout à l'heure, qui va aller chercher les échantillons qu'aura laissé Persévérance derrière, va les amener sur une plateforme où il y aura une fusée, à peu près de 2 mètres de haut, et on va mettre les échantillons avec un bras robotique européen aussi, au sommet. Cette fusée va mettre en orbite donc, les échantillons, c'est-à-dire que ça va être à peu près, c'est un peu plus grand qu'une balle de football, où il y aura à peu près une trentaine d'échantillons dedans. Et donc notre système donc de retour d'échantillons, qui est ce satellite, va aller capturer ce ballon. Donc ça c'est notre satellite, donc il va faire l'aller-retour qui est quand même assez grand, il fait 6 tonnes, il fait 6 mètres de haut. Et ça, c'est un système extrêmement compliqué fourni par la NASA pour aller capturer l'échantillon. Mais tout ce qui est approche, donc de télémétrie, etc., pour aller trouver cette balle autour de Mars, c'est nous qui le faisons. C'est nous qui avons la technologie. Et donc le rover dont je vous ai parlé, c'est un espèce de quad, c'est vraiment la taille d'un quad. Alors, il est un peu cher, je vous le dis. On est en train de négocier vers les 350 millions.
Ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, donc ça fait 60 ans qu'on sait mettre des bonhommes dans l'espace. Je vais anticiper un peu. Et donc les programmes que je vous ai montrés maintenant, c'est à réaliser dans les 5 ou 7 prochaines années. Par exemple, le Gateway, on va commencer, donc les premiers éléments vont être envoyés par les Américains, d'ailleurs par Falcon Heavy, donc SpaceX, à partir de 2024-2025, et nous on arrive en 2026 et 2027, donc c'est très prochainement. Alors ce qu'il faut toujours prévoir, c'est dans ce domaine-là, c'est le coup d'après. Le retour d'échantillons martiens, ça c'est maintenant figé, on s'est engagé à le faire, on va décoller en 2027, avec donc récupérer et avoir les échantillons à nouveau sur Terre au plus tôt en 2031 si tout va bien pour l'instant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut maintenant anticiper, et ça devient extrêmement compliqué, ce qui peut bouger entre les Chinois et les Américains. Parce qu'évidemment, prévoir le coup d'après, c'est gentil, mais si on se fie à ce qui est aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué d'aller trouver la bonne solution avec nos budgets actuels pour faire ce qu'il faut. Donc, par exemple, ce que je vous ai montré avec le lander européen, pour nous, c'est la meilleure des solutions parce qu'on peut faire des programmes autonomes, on peut aller sur la Lune quand on veut, où on veut, faire ce qu'on veut, c'est-à-dire les analyses, des tests technologiques, prospecter les ressources, faire toute la séance qu'il faut pour explorer la Lune, et on peut le faire en collaboration avec les Américains et éventuellement d'autres. Donc ça c'est nouveau. On ne dépendra pas forcément des Américains. C'est donc un projet autonome qui peut être aussi en collaboration. Donc toute la problématique est de savoir quels sont le prochain coup aussi, évidemment, des Américains et des Chinois et peut-être des Russes pour être toujours dans la course aussi. Alors, de façon intéressante, donc, nous on vise évidemment des utilisateurs. Alors quand je vous dis que la station, par exemple le Gateway, ça va être assemblé entre 2024, 25 jusqu'à 27, évidemment on va l'opérer pendant 15 ans. Donc en 2040, je serai encore en train d'être là, mais peut-être aussi âgé que Charlie Duke, pour dire voilà, à l'époque, etc. Mais voilà, donc, mais ça c'est déjà, entre guillemets, c'est décidé. On sait déjà que ça va encore exister en 2040. Par contre, ce qu'il faut décider, c'est dans les prochaines années, qu'est-ce qu'on va faire donc après. Alors, on dit toujours on va aller sur Mars dans 20 ans, et ça fait à peu près 60 ans qu'on dit qu'on va aller sur Mars dans 20 ans. C'est assez intéressant, parce que, évidemment, donc, au milieu des années 50, Von Braun avait déjà tout planifié pour aller sur Mars. Lui, la Lune, il faut le savoir, ça ne l'intéressait pas. C'était bien, mais bon, c'était pas son truc. Donc lui, c'était Mars. Et évidemment, tous les 20 ans, encore une fois, on a dit, ben voilà, ça y est. Bon, le raccourci, c'est que pour avoir une vraie base martienne et une présence permanente sur Mars, je pense qu'il faudra attendre 2050. Donc ça veut dire qu'il s'est passé un siècle entre les premiers concepts et d'arriver sur Mars sur une base permanente. Donc c'est pas rien, c'est simplement parce que la physique nous embête. Elle nous embête parce que pour aller d'ailleurs en orbite terrestre, comme je vous ai montré, il faut, pour faire simple, un lanceur comme Ariane ou comme Ariane 6 ou comme SpaceX avec Falcon 9, il faut à peu près entre 700 et 800 tonnes pour mettre quelques bonhommes en orbite. Donc ça fait le ratio est quand même énorme. Pour aller sur la Lune, autour de la Lune et ensuite sur la Lune, le ratio est encore 6 fois supérieur. En fait, c'est des questions de vitesse. La physique, elle est simple. Il faut arriver à 8 km par seconde en orbite basse. Et pour arriver sur la Lune, il faut plus de 11,5 km/s. Donc simplement, c'est une histoire de puissance. Et pour Mars, évidemment, c'est encore pire. Et le problème de Mars, évidemment, c'est qu'on ne peut y aller que tous les 26 mois. Donc la Lune, on peut y aller quand on veut. En orbite basse, c'est quand on veut. Et là, on a des fenêtres de tir. Quand ça ne va pas sur le problème qu'on a eu sur ExoMars, on a dû reporter de plus de 2 ans. Et on ne peut pas partir quand on veut. Donc ça va être une complexité supplémentaire. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc,
on est en train de lancer un programme donc de R&D sur tous les programmes futurs en ce moment. Donc on a fait des propositions aux États membres qui vont être discutées d'ailleurs pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Et donc, par exemple, pour les missions en orbite basse, on a déjà eu des discussions la semaine dernière avec du côté américain avec la NASA et l'industrie américaine pour voir qu'est-ce qu'on fait en orbite basse après la station spatiale. Alors, on ne va pas attendre la fin de la station pour démarrer, parce qu'il faut entre 5 et 10 ans pour faire ce genre de programme. Donc, on est en pleine discussion pour savoir ce qu'on va faire en orbite basse. On a pas mal d'idées, pas mal d'études en cours pour faire des véhicules de transfert en orbite, pour amener donc du matériel. La question politique se pose sur l'accès autonome à l'espace pour l'Europe. Ça, on peut en parler dans la discussion tout à l'heure. Pour la Lune, je vous ai parlé du lander. On est aussi maintenant en train de lancer des programmes de robotique de surface, donc de la robotique intelligente, et pourquoi pas des systèmes, donc des véhicules beaucoup plus lourds, beaucoup plus importants, pressurisés. Et là, on est vraiment en concurrence avec les Japonais parce qu'ils veulent exactement faire la même chose avec les programmes américains pour avoir au moins un, sinon 2 Japonais sur la Lune aussi, d'ici la fin de la décennie. Pour Mars, on a démarré des programmes de R&D pour faire des atterrisseurs beaucoup plus lourds que ce qu'on est en train de faire, que personne n'a jamais fait. Pour atterrir sur Mars, aujourd'hui, donc, vous savez peut-être, mais par exemple pour ExoMars, pour atterrir une charge de 1 tonne, il faut des parachutes énormes qui sont assez compliqués. Et le parachute qu'on va utiliser fait 35 mètres de diamètre sur 100 mètres de hauteur. Si vous voulez atterrir 10 tonnes ou plus, ce qui va être le cas pour les missions humaines, c'est impossible de faire ça avec des parachutes. Donc il faut des systèmes complètement différents qu'on est en train d'étudier avec des systèmes donc de déploiement pour faire du aérobraking, là, du freinage dans l'atmosphère, enfin des choses un petit peu compliquées. On veut faire du forage très profond, plusieurs dizaines de mètres. Et évidemment, si on veut avoir un Européen sur Mars dans les premières ou la première mission, il faut se positionner aujourd'hui. Comme c'est dans 20 ans, comme je vous ai dit, il faut se positionner aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va être leader pour participer à cette mission-là. Et l'un des projets qu'on a en tête, c'est de fournir à nouveau, comme pour le Gateway, la partie habitation de ce train donc, qui va aller vers Mars pour les premières missions habitées. On finit par le budget. Ça, c'est le budget depuis 30 ans qui a aussi un petit peu, comme vous le voyez, pour l'exploration spatiale. On est ici, on va demander une augmentation budgétaire pour arriver à 1 milliard par an. Vous allez me dire, par rapport à votre fiche de salaire, ça fait un peu beaucoup, c'est vrai. Mais il faut comprendre une chose. Premièrement, si on arrive à avoir 1 milliard par an, c'est 10% du budget de la NASA actuelle. Donc la NASA dépense déjà aujourd'hui 10 fois plus, et je peux vous dire que ça va monter très vite avec la concurrence chinoise. Donc déjà, ça ne fait pas beaucoup par rapport aux autres, première chose. Et deuxième chose, aujourd'hui, avec 700 millions par an de dépenses pour l'exploration, c'est 1,2 € par personne ici par an. Donc 1,2 € par Européen par an, c'est la moitié d'un café quand vous allez boire un café dans un troquet. Donc il faut ramener ça un petit peu à l'échelle de vos impôts et des dépenses qu'on fait dans tous les sens. Donc bon, c'est juste pour vous dire que c'est pas forcément un bon justificatif, mais il faut ramener les choses à leur stricte réalité. Donc ce qu'on fait dans le domaine de l'exploration, avec 1,2 € par an par personne, tout ce que je vous ai montré, je pense on dépense assez bien l'argent public. Voilà. Eh bien, j'en ai fini. Merci beaucoup Didier Schmitt pour cette conférence passionnante. Je suis sûr qu'il y a des tas de questions dans la salle. Je passe le micro, on a 10 minutes. Bonsoir, merci pour votre présentation. Concernant le futur lander lunaire, vous avez dit que la décision serait prise bientôt par le Conseil des ministres. Vous avez un bon espoir ou il pourrait y avoir une mauvaise surprise? Alors, je vais vous dire. En 2016, on a demandé 1,5 milliard.
On a eu difficilement 1,5 milliard pour le programme, donc c'est toujours sur 3 ans. Hein. En 2019, on a tenté le coup et on a demandé 2 milliards. Personne n'y croyait, on a eu 2 milliards. Bon, après, il y a eu un petit virus entre-temps. Et donc, on nous dit, oui, mais les poches sont vides, etc., etc. Et alors, moi, je leur fais le discours que je vous ai fait au début. C'est regardez ce que font les autres. Et donc, c'est vraiment ce discours-là qu'on a pour convaincre donc, les politiques. Et la prochaine conférence ministérielle, c'est le 22 et 23 novembre l'année prochaine. Et là, on leur dit, il nous faut 2,5 milliards pour faire tout ce qu'on a déjà prévu. Et c'est des accords qui sont signés. Continuer le Gateway, retour d'échantillons martiens, continuer d'utiliser la station spatiale avec les vols d'astronautes qui vont avec. Ça fait 2,5 milliards. Est-ce que, oui ou non, on va pouvoir faire quelque chose de façon plus autonome? Et donc, de façon plus autonome, c'est le lander lunaire. Et ça, c'est simple, ça fait 400 millions de plus. Voilà. Et cerise sur le gâteau, et donc là, c'est vraiment de la stratégie, ce dont je m'occupe, c'est de dire, avec ça, on aura un Européen sur la Lune. Donc, est-ce que vous voulez avoir un Européen sur la Lune d'ici la fin de la décennie ou pas? Voilà. Ou nous, on peut faire. Voilà. Après, je ne sais pas ce qui va se passer en novembre l'année prochaine, mais c'est comme ça qu'on est en train de le vendre. Bonjour monsieur, merci pour votre exposé. Je voudrais voir le problème du budget. Est-ce que l'ESA a la possibilité de lever des fonds auprès des personnes particulières? Parce que si les géants qui sont intéressés donnent 10 ou 20 euros, je vous donne mon numéro de téléphone tout à l'heure. Comment? Je vous donne mon numéro de téléphone tout à l'heure. Et le compte. Alors, très curieusement, j'ai eu cette idée un peu complètement saugrenue il y a quelques années. Tout le monde a rigolé, donc je n'ai pas continué. Moi, je trouve encore que ce que vous venez de dire est une très bonne idée. Pourquoi pas? Pourquoi pas faire une souscription? Voilà. Voilà, il y a plein de fans ici, mais il y en a beaucoup ailleurs aussi. Oui, à mon avis, c'est une très bonne idée. Mais on va demander à Ciel et Espace d'organiser ça. Discutons ensemble après la conférence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonsoir, moi j'ai 2 questions de béotiens. La première, enfin, elle concerne toutes les deux l'obtention d'échantillons du sol martien. La première, c'est pourquoi est-il indispensable de rapporter ces échantillons ici, sur Terre? Et deuxièmement, si oui, c'est indispensable, comment on s'assure que le ballon de football qui va les rapporter va pas être pollué par des choses qui sont soit sur le satellite, soit ailleurs, soit ici. Voilà. 2 très bonnes questions. Le gros problème, pour ExoMars aussi, c'est d'avoir aucune contamination emportée, parce que si on fait une analyse et on découvre des traces de quoi que ce soit, on se dit, mince, est-ce qu'on l'a amené ou pas? Donc ça, c'est vraiment... Et c'est pour ça que ces missions-là, c'est extrêmement cher. C'est extrêmement compliqué à faire, on sait le faire, mais ça prend un temps fou et ça prend donc... des procédures extrêmement compliquées. Enfin bon, c'est ce qui fait augmenter aussi les coûts, hein, ce genre de choses. C'est vraiment la protection planétaire pour ne pas polluer d'ailleurs la planète, mais aussi pour ne pas se faire polluer nos instruments de mesure. Ça, c'est un très très gros problème qui est regardé par des dizaines et des centaines de personnes. Pourquoi il faut ramener les échantillons? Parce que très simplement, c'est comme pour les échantillons lunaires, il y a tellement de choses, on peut faire 1000 fois plus de choses dans un laboratoire terrestre que dans un système comme ExoMars qui va analyser sur place. Les systèmes d'analyse sur place d'ExoMars ont été inventés il y a 20 ans. Ils sont un peu obsolètes aujourd'hui. L'une des bonnes façons d'analyser des échantillons, c'est de les passer dans un cyclotron. Cyclotron, c'est un peu grand, quoi. Donc on va pas le poser sur Mars. Donc il y a plein de choses analytiques qu'on ne peut faire que sur la Terre parce qu'on ne peut pas amener les instruments sur place. Et donc il y a certainement un facteur 1000 supplémentaire par rapport à ce qu'on peut faire sur Terre, par rapport à ce qu'on peut emmener comme système analytique sur la planète. Merci, bonsoir.
est-ce qu'on a trouvé les matériaux capables de résister à l'abrasion de la poussière lunaire, qui est, paraît-il, épouvantable? Oui, bonne question aussi. Alors le problème du régolithe lunaire, c'est que c'est coupant comme du verre, parce qu'il n'y a pas eu il y a pas eu de vent, il n'y a pas eu d'eau, de pluie, d'érosion, etc. Donc ça, c'est un gros problème qui était un gros problème pour les missions Apollo, évidemment. Et en plus, c'est électrostatique. C'est-à-dire non seulement c'est quand vous mettez la main dedans, c'est pas bien, mais en plus ça reste collé un petit peu partout. Donc on est en train de faire effectivement pas mal d'études là-dessus pour voir comment est-ce qu'on peut éviter ça. Donc éviter l'électrostatique et avoir des choses qui sont moins abrasives. D'ailleurs, nous-mêmes, on va très probablement fournir des matériaux au lander et au petit rover. Il n'est pas grand, il va faire 10 kg des Émirats arabes. On va mettre plusieurs matériaux sur les roues pour voir pour voir l'abrasion en fait de ces systèmes. Ouais. C'est un gros problème. Oui. Est-il envisageable aujourd'hui, est-ce que c'est discuté d'avoir un véhicule avec humain, de reprendre par exemple le Space Rider à l'époque et donc de le rendre compatible avec le vol humain et d'adapter après Ariane 6 ou Ariane Next justement pour faire un tel lancement? Joker. Et quel type de budget? Joker, on est en pleine discussion. C'est un peu trop tôt pour vous le dire. On peut faire. C'est une question hautement politique qui sera, on l'espère, discutée très prochainement dans les sphères politiques européennes. Et je ne peux pas vous en dire plus, malheureusement. Ouais, bonsoir. Si je ne dis pas de bêtises, la dépense énergétique pour une mise en orbite, c'est à peu près, sur la phase dynamique du vol, à peu près 1% de la dépense énergétique totale d'un pays comme la France. Quelle acceptabilité politique vous voyez pour tous ces programmes lorsqu'on demandera aux gens de serrer la ceinture à 5 fois moins de dépenses énergétiques qu'aujourd'hui? Question suivante. Alors, moi, ce que je voudrais vous répondre, c'est la polémique sur le tourisme spatial, parce que c'est ça, en fait, le problème majeur. Tant qu'on a des justifications scientifiques, etc., on peut justifier. La grosse question, effectivement, c'est, nous, en tant qu'agence, on ne peut pas justifier les programmes privés. On n'est pas là non plus pour les commenter. Tout ce que je peux vous dire, c'est par exemple, il faut aussi faire la part des choses. Un vol suborbital, comme Blue Origin, du point de vue énergétique, c'est à peu près, énergétique, on va dire ce qui est production de CO2 à la fin, donc gaz carbonique, problème d'effet de serre, changement climatique. Ce qu'on produit en tant que CO2, c'est à peu près une tonne de CO2. C'est autant que le jet privé que va prendre la personne pour aller sur le pas de tir. Bon, voilà. Et une tonne, c'est pareil, quand on regarde qu'il y a 38 millions de vols d'avions de ligne par an, bon, voilà, c'est vraiment une toute petite goutte d'eau, quoi. Après, évidemment, on en parle beaucoup parce que ça fait de la une des journaux. Je vais quand même répondre un petit peu plus pour les vols habités. D'ici une quinzaine de jours, on va sortir ce qu'on appelle une demande donc vers l'industrie pour nous donner des idées sur à quoi pourrait ressembler, comment on pourrait faire, peut-être au niveau commercial, nouveaux lanceurs, système de ravitaillement en orbite, faire un programme européen donc de vol habité et utilisation de l'orbite basse après l'ISS. Voilà, ça je peux vous le dire. Oui. D'une manière un peu plus générale, est-ce que nos amis européens sont aussi enthousiastes que vous? Ça dépend. Ça dépend. Disons que chacun trouve un peu son intérêt, et c'est l'Agence spatiale européenne qui fait la synthèse. Donc on a 22 pays membres, on a des pays associés et d'autres. Et donc c'est à nous de faire les synthèses. C'est-à-dire, pour décider qu'on fait un lander lunaire, vous savez, c'est pas du jour au lendemain. C'est pas on arrive comme ça, comme une fleur, et puis hop, il y a 22 pays qui disent « Ah ben c'est super », etc. Il y a beaucoup de négociations, ça se prépare, etc.
Pour faire très simple, le retour d'échantillons martiens, par exemple, c'est surtout la France et un peu l'Italie qui ont beaucoup poussé. Des Allemands, ça ne les intéresse pas aujourd'hui. Les programmes donc, en orbite basse, les Allemands, depuis toujours, ont 50%, mettent 50% du budget pour la station spatiale et l'utilisation de l'orbite basse. Pour la Lune, tout le monde commence à se réveiller, commence à comprendre, donc ils sont tous devant pour l'instant. Ils veulent tous avoir un leadership là-dessus parce qu'ils voient très bien qu'en plus ou moins, on peut avoir un drapeau un peu national si on est leader sur le lander lunaire. Voilà, donc ça dépend un peu, ça dépend des politiques nationales, ça dépend de beaucoup de choses, des capacités industrielles dans chaque pays. Et donc notre rôle, nous, c'est de trouver la synthèse entre tout ça, ce qui n'est pas toujours facile, mais bon, c'est notre boulot, donc on va y arriver. Oui, donc vous avez dit au cours de la conférence que Wernher von Braun, dès les années 50, visait donc plutôt Mars plutôt que la Lune. Mais simplement, Wernher von Braun avait la tête dans les étoiles, mais les pieds bien sur Terre. Donc, il avait compris qu'il devait passer par la Lune pour pouvoir mobiliser le budget pour son jouet géant Saturne V. Mais donc, 60 ans après, est-ce que c'est vraiment indispensable de passer à nouveau par la case Lune plutôt que d'aller directement sur Mars? Voilà, merci. Oui, alors il y a 10 ans, la réponse, ma réponse à moi était très simple, non. On va s'enliser sur la Lune et il faudra mieux accélérer un peu de l'autre côté. C'est politique. Donc, je vous dirais, il faut passer par la Lune. Pas forcément techniquement. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas convaincre les politiques, les décideurs, pour quelque chose qui se passe toujours dans 20 ans. Ce n'est pas possible. D'accord ? Donc là, on va remettre les pieds sur la Lune, et donc c'est beaucoup plus facile de justifier ça tout de suite, comme je vous ai expliqué, américains, chinois, etc. Et donc, c'est une étape intermédiaire essentielle politico-technologique. Je ne sais pas si c'est clair. On aurait pu s'en passer, mais en fait, on ne peut pas. Parce que tout ça, c'est imbriqué. Et depuis 10 ans, il s'est passé plein de choses. Et évidemment, maintenant, le fait que les Chinois ont décidé d'être en permanence en orbite basse dans leur station et d'avoir plus de Chinois que d'Américains, c'est un premier signal. Le deuxième signal, c'est qu'ils vont s'établir sur la Lune et que d'ici quelques années, dans les années 30, décennie 30, il y aura des Chinois sur la Lune. Au début, comme les Américains vont se poser, vont revenir, etc., à un moment donné, ils vont aussi y rester. Et ça, c'est aussi de la géopolitique. Pour montrer qu'il y a des Chinois en orbite basse et pour montrer qu'il y a des Chinois, quand vous allez regarder vos enfants ou petits-enfants, vous regardez la Lune, vous dire tiens, il y a des Chinois là-haut, quoi. C'est ça aussi l'impact. Et ça va demander un peu un budget qui va devenir un petit peu exponentiel à un moment donné, et on attend de voir le virage, et c'est pour ça qu'il faut que nous, on se prépare maintenant pour savoir, quand le virage sera pris, où est-ce qu'on va se positionner. Oui. Pourquoi c'est tellement important d'aller sur Mars ? Qu'est-ce que Mars va nous apprendre de particulièrement spectaculaire par rapport à ce que nous a apporté et vraisemblablement nous apportera encore pendant un bon bout de temps les résultats de la mission Rosetta? Bon, Rosetta, les astéroïdes, c'est un peu comme la Lune, ce sont des répositoires ancestraux de ce qui s'est passé lors de la formation du système solaire. Donc c'est intéressant d'étudier ça pour savoir comment était effectivement le système solaire au début de sa genèse, etc. Mars, c'est différent. Mars a été exactement à peu près comme la Terre il y a 3,7 milliards d'années. Des océans, de la tectonique, des volcans, etc. À peu près pareil que la Terre même aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, a-t-il pu y avoir de la vie comme sur Terre? On a eu plusieurs cycles d'extinction, etc. Est-ce qu'il a pu y avoir, effectivement, dans les mêmes circonstances, donc d'illumination, de température et d'hygrométrie, etc., la vie à un moment donné? Et pourquoi est-ce que la planète s'est transformée Alors, on a évidemment déjà pas mal d'informations. Pourquoi elle s'est transformée en un désert froid par après? On a pas mal d'éléments, mais on n'en a pas assez. Donc, c'est vraiment cette planétologie comparée qui est intéressante. Ça, c'est une partie du discours. Si je me retourne, le dark side, c'est politique. C'est le plus grand enjeu politique, géopolitique du siècle pour aller sur Mars, parce qu'après, on ne sait pas aller plus loin.
Donc c'est vraiment le truc ultime, autant qu'on puisse voir dans ce siècle de ce qu'on peut faire, parce que Mercure et tout le reste, ou Neptune, c'est infaisable pour le moment, pour plein de raisons. Donc le but ultime, c'est comme la Lune dans les années 60, c'était le truc qu'on pouvait faire, c'était le maximum. Et bien maintenant, on voit que le maximum qu'on peut faire au niveau géopolitique, si on veut impressionner quelqu'un, c'est d'aller sur Mars, et au-delà, il n'y a pas. Donc ce sera extrêmement important au niveau géopolitique. Encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit au début. Chinois, Américains, c'est là-dessus qu'ils vont se positionner. Et ce que j'ai dit au début, c'est quand même vrai. On va en profiter pour faire le maximum de science et de recherche. Voilà. Merci beaucoup Didier Schmitt, on peut vous applaudir une dernière fois. C'était passionnant. Merci beaucoup, au revoir.